Alors, moi j'ai essayé de travailler un peu sur la construction des politiques publiques. Alors, les politiques publiques ont une influence très importante sur la vie de la cité, sur notre vie, les transports, le logement, la santé, autant de sujets qui touchent notre quotidien. Souvent, l'action publique résulte bien sûr d'un volontarisme politique indispensable à toute action, mais cette action se doit de mettre en place des processus de construction divers. Une coopération entre les différents acteurs d'un territoire est indispensable pour construire une action publique. Il faut connaître les atouts, les forces, les faiblesses de ces acteurs, leurs ressources, leurs capacités d'intervention, mais aussi confronter les positions divergentes. Il faut aussi être vigilant à ne pas trop donner de place aux acteurs qui veulent imposer leur représentation. Car l'enjeu est important. Comment répondre au mieux aux besoins des populations, car c'est là le vrai sujet. Et comment répondre à ces besoins sans inclure dans la réflexion et la construction les acteurs capables de porter une réflexion et une action sur le sujet, dont les usagers. Il existe dans les communes, dans les communautés de communes, dans les différentes collectivités, des structures de concertation, des conseils de concertation, des conseils de développement, des commissions des usagers. Je ne nie pas ces lieux de concertation, bien sûr, mais ce sont des procédures descendantes qui ne sont pas suffisantes. Ce sont des démarches où l'on fait participer à la mise en œuvre d'une politique, mais pas co-construire une politique. Je vais parler de ce que je connais le mieux, mais je ne veux pas faire l'impasse sur le besoin des populations, des citoyens à être associés aux décisions. Pas seulement sur les couleurs des grilles du parc, mais sur où va être implanté le parc. Pourquoi faire? Quelle place pour les enfants? Quelle place pour les aînés? Pourquoi pas un petit potager pour le quartier dans ce parc? Et des toilettes pour quand on y passe la journée. Dans les pays du Nord, lorsqu'un projet d'aménagement a lieu, les habitants qui souhaitent participer à ce projet d'aménagement sont formés. On leur paye des formations avec des urbanistes, avec des environnementalistes, avec des paysagistes, pour pouvoir vraiment prendre part à la décision. On est loin, chez nous, de tout ça, même si, par exemple à Lille, des ateliers urbains permettent de faire participer la population au grand débat d'aménagement. Cette maison, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, s'est fortement impliquée avec des associations qui la composent dans le travail sur l'avenir de la friche Saint-Sauveur, qui est juste là derrière. Un travail de fond très argumenté a été remis aux concepteurs de la vraie concertation et de l'apport de savoir-faire. Aujourd'hui, nous ne savons absolument pas si ce dossier a été lu, entendu, pris en compte. Les politiques de coopération décentralisée n'échappent pas à cette règle. Même si un long chemin a été parcouru depuis 30 ans, où les jumelages, vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous, mais nous, on a connu ça, où les jumelages étaient souvent des coups de cœur. Combien de fois n'avons-nous pas entendu un maire dire « Je suis allé en vacances à tel endroit, j'ai trouvé ça tellement beau, et en plus, il manque de tout, alors on va les aider. » Et voilà comment, à l'époque, certains jumelages, certains, pas tous, mais certains jumelages, se construisaient. Il n'y avait pas que les collectivités qui n'en faisaient qu'à leur tête. Souvenons-vous aussi du lait en poudre envoyé par l'État à des enfants dénutris d'Afrique et les dégâts que cela avait provoqués, car ce lait n'était pas assimilable par les enfants. Et les associations aussi, à l'époque, ont fait des erreurs. Les containers de vêtements usagés, les livres abîmés, les denrées périmées. Voilà. La bonne volonté ne fait pas une politique publique. Je me souviens d'ailleurs, Yannick s'en souvient peut-être, de la présentation de l'évaluation de la coopération franco-marocaine. Il y a une dizaine d'années, une évaluation faite par le CIEDEL lors d'un grand raout au Maroc. Évaluation très critique et puis qui pointait justement le peu de base de réflexion par les collectivités françaises. Évaluation qui n'a bien sûr pas plu du tout aux élus français en lien avec une action au Maroc. Parce que c'est compliqué de croiser l'idéalisme militant et la politique publique, il est nécessaire d'être on ne peut plus vigilant sur la définition des objectifs communs. Ce n'est pas le sujet, mais l'évaluation d'une politique publique, c'est précieux, et comme tout ce qui est précieux, c'est rare. Quand verrons-nous, élus et acteurs, et quand accepterons-nous l'évaluation non pas comme un outil de contrôle, mais comme un outil pour plus de pertinence
sans en avoir peur, sans la surestimer. Pour revenir aux politiques de coopération, la région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, avant 1992, pas 1892, n'était pas dotée d'un service. Il n'y avait pas de commission dédiée au sujet, c'était de la compétence du président et de quelques chercheurs de mission. C'était il y a 20 ans. C'est quand même pas si vieux que ça. Et puis, petit à petit, les régions, les villes, les départements, partenaires au sud, se sont organisés et ont parlé de développement d'un territoire plutôt que creusement de puits et construction de classes. Les avancées démocratiques dans les pays du Sud obligent les nouveaux élus, là-bas, à rendre des comptes à leur population, à vouloir que l'argent de la coopération serve plus aux besoins des populations. Et on en revient à la nécessité de co-construction. Même l'argent important de la migration est appelé aujourd'hui pour développer des filières agricoles, des filières économiques, plutôt que pour construire une mosquée ou une école dans le village d'origine. Se sont mis en France en place un peu partout des procédures qui font participer les acteurs d'un territoire, des comités mixtes, des commissions partenariales, des échanges sur les accords de coopération. D'abord par pragmatisme, une institution comme une région ne peut pas faire en direct, elle s'appuie sur des acteurs, des savoir-faire, et elle a donc besoin de nouer des partenariats forts et clairs avec les structures capables d'intervenir sur les territoires de coopération. Différence avec les villes ou communautés de communes qui peuvent faire intervenir leurs compétences en direct, par exemple sur l'eau ou sur les déchets, et là, les acteurs associatifs ont peu de prise sur les interventions. Même si l'élaboration aujourd'hui, la réflexion sur les actions mises en œuvre sont souvent partagées avec les savoir-faire des associations de ces territoires. Mais nous n'en sommes pas encore à la co-construction. Justement, revenons à ça, la co-construction. Alors, pour savoir vraiment de quoi on parle, je suis allée regarder quelques travaux d'universitaires, de chercheurs, pour pas trop dire de bêtises. Donc cette notion de co-construction, elle n'est apparue que très récemment dans le langage courant. Elle est utilisée dans la presse écrite une fois par an avant 2003, une fois par mois en 2005, et aujourd'hui, elle apparaît presque quotidiennement. Mais de quoi parle-t-on? Comment distinguer la co-construction de la participation, qui est prendre part, de la coopération, qui est faire ensemble, de la collaboration, qui est travailler ensemble, ou alors encore de la cogestion, qui est gérer ensemble. Ajoutant à cela l'exigence de certaines institutions comme l'Europe, pour ne prendre que cet exemple, qui a de plus en plus souvent des souhaits de recherche partenariale, plusieurs acteurs qui travaillent ensemble sur un même projet. Comment passer de processus où l'individu est plus ou moins passif à la construction à plusieurs, la mise en synergie d'acteurs, de ressources. Et dans la co-construction, on peut voir aussi une approche étroite, par exemple, les politiques territoriales, où la co-construction désigne la coopération d'acteurs de différentes échelles, par exemple la commune et la région, ou un contexte plus large, où la co-construction désigne la coopération d'acteurs inhabituels, c'est-à-dire tous les acteurs d'un territoire concernés par le sujet. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment vont se construire les politiques publiques en région, au département, mais nous souhaitons que les acteurs des territoires soient écoutés et entendus. Il y a des savoir-faire, il y a des analyses pertinentes, il y a des regards critiques de la qualité accessible à tous et toutes partout sur le territoire. Cette idée que la politique publique peut être élaborée de manière plus collective existe. Des élus sont sensibilisés à ce sujet et tentent de porter cette manière de faire, mais c'est encore assez marginal. Il faudrait que cette volonté de construction collective soit affichée de manière plus volontariste, et au plus haut niveau de l'État déjà, et que soit encouragé le droit à l'expérimentation, à l'invention. Dans le temps que nous vivons de crise démocratique, écologique, économique, il est évident qu'il faut faire autrement. Mettre le citoyen au cœur du processus de construction pourrait peut-être le rapprocher de l'envie de politique avec un grand P. Partir des besoins, co-construire, plus de dialogue,
plus d'horizontalité, d'ouverture, de collaboration, d'innovation. Je ne dis pas que c'est l'idéal de construction des politiques publiques, mais je crois sincèrement que cela pourrait avoir de la pertinence pour construire une société plus consensuelle, plus démocratique et permettant de dégager des conceptions partagées d'un monde plus équitable. Donc Yannick Le Chevalier, je dirige une société de conseil depuis 13 ans, que j'ai nommée Agence Copdes Conseil en 2002, pour utiliser le terme de coopération décentralisée parce que je militais pour une acceptation particulière, et puis parce que ça faisait ACDC, je me suis dit tiens, on va continuer à taper un peu dans la fourmilière et à essayer de titiller un petit peu les gens. C'est dommage, la dame est partie là, mais par exemple sur votre triptyque, on avait une personne qui était formidable parce qu'on avait dirigeante, donc expert, d'une association société civile opérateur de la collectivité locale. Ça faisait un trio sur le collectivité politique, expertise et citoyenneté et citoyen qui m'intéressait. Et j'aurais bien voulu voir comment on pouvait assembler un peu les trois. Parce que justement, l'enjeu pour nous, c'est comment travailler sur qui pilote, qui agit et pourquoi on agit. Je viens de changer de nom, là, ce week-end. On est parti, on a abandonné Copdes Coopération Centralisée, donc Copdes Conseil, pour l'Agence du Monde Commun, qui, alors si vous voulez avoir plus de choses, vous aurez une présentation là sur l'État. C'est en fait l'aboutissement d'un processus long, mais notamment qui s'est un peu accéléré au mois d'octobre dernier, où dans une newsletter que je diffusais, je réagissais un peu violemment à un appel à projet qui était lancé par le CIEDL et l'Agence française de développement sur le thème appel à contribution de la genèse à la crise de la coopération décentralisée. L'idée de cela, en sous-main, il faut le savoir, c'est l'AFD qui paye 3 personnes qui partent à la retraite cette année ou l'année prochaine pour leur demander un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc c'est Bernard Husson, Bertrand Gallet et il part à la retraite, c'est Denis Droguet, je crois. Non, Yves Vilda. C'est la retraite. Enfin, non, c'est long coupe. Et je réagissais au fait que la présentation disait les villes jumelées après la Seconde Guerre mondiale ou encore dans une rencontre plus récente avec le monde du développement dans le cadre de la coopération décentralisée ou des relations entre collectivités du Nord et du Sud sous la dénomination en France de coopération décentralisée. Ce qui signifiait que coopération décentralisée, on l'accepte aujourd'hui, ça y est, on a réuni des visions françaises et des visions européennes en disant c'est l'action des collectivités locales, pas des associations, pas des universités, pas des parcs naturels, pas de l'État, pas des entreprises, c'est des collectivités locales, donc il faut bien définir ce que c'est qu'une collectivité, vers les pays dits du Sud. Le Sud, c'est une vision du monde assez particulière. Donc ça veut dire on aide, donc pas de retour, parce qu'on aide. Ça, c'est aujourd'hui la définition, c'est la définition officielle qui est faite. C'est de l'aide au développement, dans une logique d'aide. Ce que tout le monde dit, et nord-sud, c'est bien qu'il y en a un qui va du nord au sud. En Amérique latine, on ne parle plus du tout de ça. Alors, quand je parle d'une asymétrie dépassée, cette asymétrie, c'était l'asymétrie de l'aide. Et Taubira dit dans son bouquin, j'ai lu juste la première page, mais je le cite déjà, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense très concrètement que les élus locaux et les agents territoriaux, depuis 15 ans, ont trahi la mission qu'ils avaient sur l'action internationale des collectivités locales. Pour moi, 4 raisons. Il y a 4 aberrations qui accompagnent l'activité des 20 dernières années, les 25 dernières années, pardon, de 92 à 2016, sur l'engagement international. Il y a une aberration juridique d'abord, qui est le cœur. Par rapport à ce que tu dis, l'État, comme une région, comme une ville, est une collectivité publique. Les villes sont locales, l'État est national, mais c'est des collectivités publiques. La collectivité, c'est un regroupement d'habitants, citoyens, qui va mutualiser une partie de leurs revenus, par l'impôt,
pour que des activités soient menées dans leur intérêt général. Et bien expliciter ça sur le territoire ici. Et l'exemple, c'est quel est notre intérêt, et tu as pu revenir plusieurs fois là-dessus, répondre au mieux aux besoins des populations, mais des populations qui se sont mises ensemble pour elles-mêmes. C'est ça une collectivité locale. Quand on paye un impôt, c'est pour nous-mêmes. Quand je paye un impôt à l'État et que la Direction générale de la mondialisation a comme stratégie solidarité et influence, en effet, c'est pour que Niger en fût de l'uranium pour avoir de l'électricité ce soir. Et ça, alors après, on peut rentrer dans la logique politique. Mais la collectivité publique locale, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je paye des impôts à des élus, c'est pour des choix politiques. C'est pas pour faire de la solidarité. Et ça a été fortement rappelé aux dernières élections municipales d'abord, de droite comme de gauche. Moi, je fais partie d'une liste qui a été élue à gauche, dans un océan de droite, mais je peux vous dire que, pour l'instant, tant que je n'ai pas démontré qu'une coopération avec la Tunisie sera intéressante pour nous, hors de question qu'on y mette le petit doigt. Si j'arrive pas à faire autre chose que de partie d'intérêt sur les habitants de ma commune, pas sur les habitants en général. Pas obligatoirement un intérêt direct, ça, je pourrais y revenir. Les jumelages franco-allemands, c'était d'abord pour faire la paix. Donc un intérêt direct pour arrêter d'inscrire les choses. Il n'y a jamais eu d'intérêt énoncé dans les jumelages. Il n'y a pas de jumelage d'ailleurs, il n'y a que de la coopération. C'est aussi intéressant. Quasiment pas de jumelage sur le continent, notamment africain. Deuxième aberration, une aberration économique, enfin économique budgétaire, dans le sens où, à l'heure des OMD et des EDD maintenant, ça fait donc 16 ans qu'on travaille sur la mesure d'indicateurs, etc. Le seul indicateur qu'il y a sur les collectivités locales, c'est le nombre d'accords et le budget qu'on a. Savoir à quoi ça a servi, est-ce qu'on a mesuré à quoi ça a servi, ça fait 25 ans qu'on y est, on n'a toujours pas construit collectivement des indicateurs de mesure, si ce n'est l'argent qu'on met. Et en même temps, c'est pas nous qui l'avons construit, nous, acteurs de la COPES, hein, c'est les acteurs de l'État, puisque c'est local. Et aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on met 100 millions d'euros, 30 millions pour les communes, c'est-à-dire un peu moins que ce qu'on met en guirlande de Noël chaque année. C'est un petit peu l'enjeu et l'importance que ça pour nous. Et une aberration politique et méthodologique. Premièrement, c'est la première fois, c'est l'un des rares espaces où l'élu veut piloter de A à Z son projet. Dans toutes les autres politiques publiques, il le mène en partenariat, mais sur les coopérations internationales, on veut les mener de A à Z. Difficile de choisir juste l'appui à la maîtrise d'ouvrage sur une petite partie du projet ou sur une petite partie du politique. Il suffit de voir comment on fait l'aide d'urgence, par exemple. L'aide d'urgence, on a son école, il a fallu reconstruire son école en Haïti, et pas être partenaire d'une dynamique de développement. Et puis surtout une aberration méthodologique dans l'engagement, tu as commencé à le citer, mais c'est vrai que pourquoi on est parti sur telle zone, parce que je me suis marié avec une Lituanienne, donc je me jumelais avec une Lituanienne, je me suis marié à Istanbul, donc on va repartir en... J'ai fait mes classes, mon service militaire il y a 30 ans avec le ministre des Sports du Burundi, je vais partir au Burundi. Alors qu'à nos partenaires, on leur fait une liste complète, il faut que vous fassiez un diagnostic du développement local, sachez, nous, quel est notre diagnostic d'internationalisation? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, aucune collectivité locale n'a un diagnostic d'internationalisation au niveau des diagnostics que l'on fait en matière d'urbanisme, en matière de biodiversité. On ne sait pas faire. On n'y a même pas réfléchi. Il suffit de demander autour de nous. Qu'est-ce que c'est qu'être... D'ailleurs, on ne fait pas de l'internationalisation, on fait encore de l'action internationale. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire que peut-être qu'on va laisser de côté ce terme de coopération décentralisée. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à voir émerger aujourd'hui une vraie coopération publique, dans le sens au service de la mission qu'ont les collectivités locales, que les citoyens leur ont confiée. Ce n'est pas obligatoirement d'ailleurs en dialogue avec les citoyens au départ. Je vous rappelle l'histoire de l'action internationale des collectivités locales, c'est pas loin d'ici, hein, c'est 1913, Gand, l'exposition universelle sur l'art de construire
des villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir une coopération de secteur public à secteur public, où on va dialoguer par rapport à des procédures, des processus pour mener à bien le service qu'on doit mener auprès de nos publics. Et donc, en effet, comment on va faire pour aller vers tel ou tel pays en questionnant, en demande, et non pas en apport. Et c'est là où, en effet, réciprocité, moi, ça m'a écorché l'oreille, parce que où cette idée de don et de contre-don, qui est encore une idée associative, qui peut avoir lieu, mais ce n'est pas la posture que doivent prendre les collectivités locales. Les collectivités locales, elles sont là pour gérer le bien-être de leur population. Donc, elles doivent gérer des problèmes. Donc, on va chercher quels sont nos problèmes, et on va voir où il y a des problèmes, où il y a des réponses à ces problèmes, potentiellement. Et là, on va construire une politique internationale, et ces problèmes, est-ce qu'on va les faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 10 ans, ou 25 ans? Et ces problèmes, ils peuvent être purement locaux, ou ils peuvent être de choisir une dynamique nationale, voire internationale, les biens communs, en effet, mais où chacun dans la notion de l'action du colibri, c'est chacun va apporter sa pierre, et c'est collectivement. Et là, c'est ce qu'on voit la deuxième phase, le deuxième champ qui commence à peine à émerger au niveau des collectivités locales, c'est ce qu'on peut appeler le secteur diplomatique. C'est-à-dire, en tant que collectivité publique, est-ce qu'on a un rôle, est-ce qu'on a une activité pour faire passer certaines idées? Première idée, la décentralisation. Est-ce qu'on a l'impression, et on voit des conférences internationales, moi j'ai animé un atelier entre les Chiliens et les Français. Alors après on discute de la décentralisation, tu peux nous en parler, Michel, en effet, mais ça peut être une conviction. On peut avoir des convictions morales aussi, et lutter contre des convictions morales. Ce qui est formidable, c'est qu'en Afrique, il n'y a aucun jumelage qui a été mis en stand-by tant que le partenaire n'accepte pas les homosexuels. Moi, je pars au Cameroun là pour la 4e année. Pour la 4e année, je vais discuter de cela. Maintenant, doucement, j'ai compris. Mais il y a des villes, il y a eu une alliance des villes contre Saint-Pétersbourg, contre les lois homophobes de Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas d'alliance des villes contre les lois homophobes du Cameroun. Non. Ah bah non, c'est... Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'il faudrait décoloniser et accepter que l'autre, on puisse discuter, débattre et casser les relations. Comme il y a très peu d'ailleurs de discussions sur certains domaines avec et donc il y a ce syndicat, et donc là, en effet, le dialogue, c'est vraiment un dialogue politique au départ en amont du citoyen, et comment les élus peuvent avoir ça. Après, et ça c'est le champ qui doit être ouvert aujourd'hui, et c'est ça, moi j'espère qu'il n'est pas trop tard. Et c'est là où je pense que les agents, les élus ont trahi un petit peu cette logique-là. Moi, je suis vraiment rentré dans l'action des collectivités locales après être passé par les ONG, justement parce que je pense qu'il y avait un échange, une confrontation possible, une collaboration, une confrontation, pas un échange, mais une confrontation, une collaboration, et non pas une logique asymétrique d'apport qui peut exister. Hein, je dis juste qu'on a une autre partition à écrire. Et là-dessus, c'est la force des collectivités locales, c'est a priori la proximité. C'est ce qu'elle réclame sur, en tout cas, l'adaptation à certaines thématiques en fonction du principe de subsidiarité. Et donc, à partir de là, quel est le rôle aujourd'hui que l'on a, collectivité locale, pour construire certains travaux, par exemple sur une conscience mondialisée, une conscience du monde. Par ailleurs, je suis président d'un comité d'accueil pour des réfugiés en milieu hostile. On n'est pas calé, mais le Front National à 35%, notamment, et puis droite dure
25%. Quand je discute avec d'autres acteurs sur l'incapacité aujourd'hui en France d'accueillir des gens qu'on se représente comme étant musulmans intégristes, me fait dire qu'on s'est complètement planté dans l'ouverture au monde. Alors que les jumelages franco-allemands ont réussi, et c'est pas que à cause de De Gaulle et Adenauer, le rôle des 2400 maires et présidents de comité de jumelage, parce que ça a été ensemble, on a réussi. Sur la Méditerranée, on s'est planté, et sur l'Afrique, on s'est planté. Quand vous voyez le fruit de la semaine de la solidarité internationale, 15 ans plus tard, 20 ans, c'est 20 ans, sur 20 ans. Il suffit de regarder. Moi, je produis un indicateur que personne ne veut regarder, mais, sauf quelques collectivités, mais on produit un indicateur sur les termes utilisés dans les objets statutaires des créations associatives. C'est-à-dire des gens qui passent à l'acte, ce qui est quand même l'un des fruits, normalement, de la semaine de la solidarité internationale. Les gens passent à l'acte. Ça ne change pas, voire c'est même pire. Là, je suis en train de terminer sur un département, on revoit apparaître les dons de médicaments, c'est principalement de la collecte, c'est-à-dire que la vision de l'autre n'est plus une vision politique, mais c'est uniquement un corps qui souffre. Donc, moi, je questionne vraiment aujourd'hui cet échec et comment on travaille, comme on fait sur l'urbanisme, comme on fait sur la petite enfance, comme on fait sur le tourisme, comment on porte un regard, on porte un discours sur notre internationalisation de nos territoires. Madame, vous disiez, voilà, j'ai des gens qui étaient racistes, du racisme ordinaire, très bien, mais dimensionnons-le et organisons une pédagogie, une stratégie de formation, et n'espérons pas simplement qu'il va y avoir un petit peu d'ouverture. Et c'est là où, pour conclure, c'est vraiment ce changement de posture qu'il nous faut avoir, ou alors on va fermer les services de relations internationales. C'est ce qui se passe actuellement. On est à moins 20% de services en un an sur l'île de France. On n'arrive pas à mesurer clairement ailleurs, mais peut-être que le master ici, là, qui va appeler toutes les communes de plus de 10 000 habitants, peut-être nous renseigner là-dessus. Moi, j'ai fait une étude sur l'île de France. Moins 20% des services de relations internationales. Et alors, sur les départements, on pourra peut-être nous en parler, mais moi, j'ai des appels en ce moment, c'est assez séduisant. Et donc, comment on réinvestit cette idée du public sur cette construction, ce que je te disais, la confrontation heureuse, c'est-à-dire comment on va créoliser un petit peu et on va chercher à créoliser notre activité. Et c'est vraiment ça, c'est la spécificité du public, du secteur public ici. C'est-à-dire que le secteur public, il a pour mission de répondre, le service public, de répondre aux besoins de la collectivité qui les réunit. Et aujourd'hui, là, ce qu'on peut faire le pari par contre, c'est nous qui sommes des passeurs, qui avons chacun notre expérience de l'étranger, de l'extérieur, est-ce que par cette expérience, on peut apporter une réponse à des problématiques que l'on a ici? Mais le rôle, pour moi, de la collectivité, le public local, n'est pas du tout d'être dans une logique d'aide. On est piloté aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, on devrait être piloté par, je ne sais pas moi, le ministère du Développement durable, le ministère du Transport, etc., mais pas du tout dans une logique. On fait de coopération à l'idée du ministère de la coopération. C'est comment on réussit à d'abord dire pourquoi j'ai besoin de cela et de voir si je peux co-construire avec cela. L'idée générale, ce n'est pas de parler de valeurs, par exemple, mais c'est parler de pratique, c'est pas parler de discours, c'est pas parler de définition, de normes, c'est de regarder les pratiques. Et il me semble que l'intervention de Ginette Verbruge montre à quel point la question de l'élaboration et donc de la pratique, de la fabrique du politique est importante. Mais il me semble que pour la coopération décentralisée, si on se pose la question de la pratique d'élaboration des politiques, on est confronté à un problème sérieux parce que cette élaboration devrait se faire avec nos partenaires. Ma petite expérience des comités mixtes, des concertations, sont des négociations entre élus et ce n'est pas à proprement parler de la co-construction. Voilà. Donc, et là, on a une difficulté
difficulté, parce qu'on est dans des espaces politiques différents, on n'a pas de territoire partagé, il y a une vraie difficulté. Mais, et ça nous déporte vers les dispositifs participatifs qu'on met en place. Je n'ai pas sans doute trop le temps d'en parler, mais quand on les regarde de près, évidemment, quand on fait une anthropologie de ces dispositifs participatifs, il faut absolument aller au-delà des mots, parce qu'on peut tout à fait mettre en place un dispositif où participe un très grand nombre d'acteurs, mais se débrouiller pour que dans la manière dont les concertations sont gérées, finalement, elles aboutissent à ce que les gens en sortent en se disant « ce qu'on nous a proposé, c'est bon pour nous. Ils ont raison, on va faire ce qu'on nous dit de faire. » C'est pas le lieu de parler de ça, mais c'est très facile. Et la majorité des dispositifs participatifs que j'ai observés sont de ce type-là, c'est-à-dire qui légitiment par le dispositif lui-même, par la procédure mise en place, le discours de l'offre de développement. Donc l'AFD, par exemple, pour ne pas la nommer, vient dire dans une communauté, qu'elle soit collectivité ou village malienne, voilà, on va vous construire une adduction d'eau, on ne leur demande pas s'ils sont d'accord, on va leur donner juste la parole sur l'emplacement du nombre de forages. Mais le nombre de forages lui-même n'est pas négociable, alors que c'est les 3/4 du temps le gros problème. Donc, ce n'est pas participation ou pas participation, c'est type de jeu dans ces dispositifs. Et la plupart du temps, comme la question budgétaire se décide ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de maîtrise du tout dans ces dispositifs, il n'y a pas de maîtrise totale par les partenaires du pays concerné avec lequel on travaille. Alors, bon, je passe. Ceci dit, je voudrais quand même insister sur un point, c'est que l'on est dans la coopération décentralisée, donc je ne parle pas de la coopération bilatérale étatique, mais celle qui implique des citoyens, des élus locaux, etc., même des ONG, peu importe, des acteurs infra-étatiques, des ânes, comme dit l'Union européenne, des acteurs non étatiques. Ce qui, pour moi, caractérise mon expérience, c'est la confrontation à des dilemmes. Oui, je suis pour le respect des cultures, mais oui, je suis pour la promotion des femmes. Eh bien, on fait quoi avec ça dans la coopération décentralisée? Je pourrais vous raconter des anecdotes incroyables. C'est hyper compliqué. On est toujours devant des dilemmes entre des options citoyennes comme citoyennes de la planète, de manière générale, et puis les réalités concrètes. Donc, comment il n'y a pas de sortie simple de ces dilemmes, il y a des pratiques, et pour ma part, je pense que c'est un des rôles principaux de nos expériences de coopération, qui est de faire expérimenter à nos partenaires un rôle de citoyen à part entière dans ces dispositifs participatifs. Et ce qui veut dire que, je m'attendais à ce que Yannick parle un peu du développement, il ne l'a pas fait, donc j'en dis un mot, c'est d'échapper à la tyrannie du développement. C'est au nom du développement, qui est toujours une question plus ou moins technicisée, que l'on s'autorise à faire l'impasse sur ces questions proprement politiques, de pratique de décision, de fabrique, de l'élaboration de la politique de coopération. Et c'est au nom du développement donc qu'on détourne le regard des manières de faire et qu'on autorise des pratiques qui sont incorporées, non interrogées, spontanées, irréfléchies, et qui, malheureusement, viennent parfois de l'héritage de la colonisation ou de la charité religieuse. Ce qui, dans les deux cas, ne fait pas du politique. Alors, moi, il me semble qu'aujourd'hui, cette rencontre s'inscrivait, au départ, quand on l'a conçue, dans
voulais interroger, qu'on réfléchisse à notre manière de faire, compte tenu de mutations, d'évolutions qui sont que l'on a connues et qui s'inscrivent dans les termes, par exemple, passé de jumelage, coopération, etc., et qui s'est traduite, évolution, par cette fameuse loi de juillet 2014. Je vais y revenir. Mais cette idée, en fait, je ne vais pas insister là-dessus, mais quand on consulte les archives de notre association, on a lancé cette idée en 2011, parce que en 2011, le MAE avait déjà produit un document qui s'intitule, qui est produit par la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, et qui s'intitule Contraintes de sécurité et poursuite de la coopération décentralisée au Sahel. En gros, on nous disait, en période normale, on est en 2011, il est dans la nature de la coopération décentralisée de reposer sur les visites périodiques des élus et des techniciens, des responsables de projets opérateurs et de certains acteurs de la société civile locale. En gras, désormais, et peut-être pour longtemps, la perspective est inversée. Et donc, suivent tout un tas de conseils, équipez-vous de Skype, dotez-vous de visioconférences, etc. Parce que l'idée, c'est, depuis 2011, les consignes de l'État français, c'est, pour la coopération décentralisée, n'y allez plus, n'ayez plus de relations directes avec les gens, ne les rencontrez plus, ne faites plus l'expérience visuelle, physique, de l'expérience locale, ne partagez plus le verre de thé ou le repas, enfin ne vivez plus ensemble, ne fût-ce qu'une semaine, avec nos partenaires. C'est la préconisation du chacun chez soi, qui me semble être l'enjeu nouveau d'aujourd'hui et qui est lié à cette seconde mutation qui me semble nous créer de nouveaux dilemmes, qui est que on a des injonctions, plus ou moins légitimes, à mettre en avant les questions de sûreté. Bon, souvent on dit sécurité, mais la sécurité, le problème c'est toujours posé, il ne faut pas que les avions se crachent, mais la sûreté c'est pas ça. C'est, il faut qu'il n'y ait pas d'attentat, il ne faut pas qu'il y ait de menaces à l'égard des personnes, etc. Ça relève de l'intentionnalité et de la malveillance. C'est cette question-là qui bouleverse aussi nos pratiques de coopération maintenant, puisque finalement, à notre corps défendant, et c'est pour ça qu'on est amené à s'interroger sur nos propres pratiques, finalement, on va être amené à conforter cette idée qu'il faut rester chacun chez soi, qui est le projet, justement, de ceux qui créent ces insécurités, ou ces insuretés, ça n'existe pas. Alors, la première mutation, je voudrais la reprendre parce que ça va, il me semble, éclairer ce terme de public qu'on utilise, qu'on a utilisé, mais sur laquelle il faudrait revenir, et qui, évidemment, les dispositifs participatifs, les rencontres, ont quelque chose à voir avec cette idée de public, de visibilité, de partage, de transparence, de rendre public les choses. Bon. Alors, moi, je pense que la mise en perspective que l'on a faite, donc on est parti qu'on a plus ou moins implicitement dans la tête, c'est au départ des années 80, tu l'as évoqué tout à l'heure. Moi, je crois qu'il est utile de revenir un petit peu en amont, parce que c'est un secret pour personne, le ministère de la Coopération, c'est la nouvelle appellation qui a disparu bientôt, bien sûr maintenant, mais c'était la nouvelle appellation de quel ministère? Ministère des colonies. Bon, là, donc, on va revenir aux indépendances et aux années 60. Et à ce moment-là, l'acteur du développement, si on accepte de prendre cette notion-là comme notion centrale, l'acteur du développement, qui était identifié comme ça absolument par tout le monde, que ce soit les États-Unis, la Banque mondiale, la France, l'Union européenne, etc., c'est l'État. Il a fallu attendre
les plans d'ajustement structurel des années 80 pour que l'État ne soit pas le seul acteur économique réputé capable de générer de la croissance et du développement. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour les pays africains qui se disaient socialistes. L'activité économique était l'activité de l'État. Il y a eu des tentatives de coopératives qui ont été très vite enterrées avant même d'être tentées. C'est l'État qui est au cœur des choses, que ce soit dans le monde dit socialiste, que ce soit dans le monde dit capitaliste. Il se passe pas mal de choses, je ne vais pas allonger le topo là-dessus, mais tombent dans les années 80, au début des années 80, les plans d'ajustement structurel. Et ces plans d'ajustement structurel élaborés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international modifient complètement le contexte dans lequel la coopération se déploie. Et c'est là qu'intervient l'émergence, la notion dans le discours d'abord, et puis après on fait ce qu'il faut pour que ça entre dans les pratiques, de cette idée de société civile. C'est un terme qui est forgé par la Banque mondiale. La Banque mondiale emploie un concept philosophique qui est beaucoup plus ancien et qui a un sens classique sur lequel je ne vais pas revenir, et en fait autre chose. Et la société civile pour la Banque mondiale, c'est ce qu'on a dans la tête aujourd'hui, à savoir, ce que tu as dit tout à l'heure, la société organise les organisations, on dit de temps en temps, l'organisation de la société civile. Et là, c'est un renversement important parce que il y a eu des tas d'initiatives, je n'ai pas trop de temps d'en parler, mais la Banque mondiale a financé des fondations pour diffuser l'idée de société civile. On a organisé en Afrique des forums. Il y en a eu un gigantesque en 98 à Abidjan qui a rassemblé des chercheurs de toute l'Afrique, présidé par l'ambassade des Pays-Bas. On se demande ce qu'ils faisaient là. Il y avait des sociétés de chasseurs, il y avait des universitaires. Et l'objectif, c'était de dire aux gens qu'il fallait qu'ils pensent avec cette notion de société civile. Et petit à petit, la convention de Cotonou de l'Union européenne avec les pays ACP, elle tourne autour de la notion de société civile, et petit à petit, tout le monde s'habitue, et on naturalise, on incorpore cette notion, comme si elle avait toujours existé, qu'elle pouvait modéliser toutes les sociétés à toute époque, et on pense que, finalement, œuvrer pour la démocratie, c'est soutenir la société civile, évidemment, parce que dans le même temps, on a diabolisé les États, les partis politiques, et évidemment, ils ont tout fait pour rendre crédibles toutes ces critiques. Le problème n'est pas là. Il y a combien d'États qui facilitent le développement de cette thèse? Mais peut-être qu'il ne faut pas en être victime, et que la décrédibilisation de l'État et du politique est peut-être une question assez fondamentale pour l'avenir des sociétés. Un des effets, par exemple, c'est de nier la spécificité des collectivités territoriales. Selon le cas, les collectivités territoriales font partie de l'appareil d'État. J'ai presque senti ça dans ce que tu dis. Évidemment, c'est faux. C'est simplement faux. Elles ont une autonomie financière, elles ont une autonomie morale, elles n'ont pas de compte à rendre à l'État. Donc, ça n'est pas l'État. Non, mais c'est du public. C'est là que j'en viens. Et ce n'est pas non plus la société civile. Parce qu'on n'adhère pas à une collectivité. Ce n'est pas des gens qui se rassemblent pour faire quelque chose. On habite forcément quelque part et on est obligé de payer des impôts. Donc on n'est pas dans le geste volontaire de l'adhésion à une association. C'est autre chose. Il y a une spécificité. Ce sont des pouvoirs publics. Et à ce titre, l'usage du terme collectivité est très ennuyeux et pour moi participe de ce courant de pensée qui évite de parler du politique dans sa nature profonde, quoi. Et le deuxième effet de cette valorisation de la société civile, je suis évidemment
tout à fait ravi que les organisations de la société civile agissent. Le problème n'est pas là. Hein. Mais du point de vue de la matrice de pensée, le deuxième effet, c'est qu'il y a un silence total sur les styles de la fabrique du politique, sur la manière de fabriquer le politique, sur la manière d'élaborer les politiques publiques. Et là, il y a vraiment et c'est pour ça qu'il me semble que la coopération décentralisée est un lieu privilégié pour faire expérimenter à nos partenaires une autre manière de fabriquer le politique que celle qu'ils connaissent. Donc je ne suis pas dans l'égalité, je suis dans... Nous, on a une expérience du politique. Et d'ailleurs, l'expérience française n'est pas l'expérience anglo-saxonne. Si vous cherchez la traduction du terme public au sens où il est chargé politiquement ici, et historiquement, philosophiquement en France, vous n'avez pas l'équivalent en anglais. Quand la Convention de Cotonou est écrite en anglais, elle n'est pas traduite, elle est écrite en anglais parallèlement, eh bien là où on dit pour la version française les pouvoirs publics, entre parenthèses, et nation, région, locale, enfin j'ai oublié, mais on a pouvoir public, dans la version anglaise au même endroit, on a the state. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Donc la revendication d'autonomie, de capacité politique des collectivités, moi j'y tiens vraiment beaucoup. J'y tiens vraiment beaucoup. Alors, ça a des enjeux importants, c'est pas que du vocabulaire. Ça performe des choses dans la tête des gens. C'est à ce moment-là, au tournant des années 80, j'ai passé beaucoup de choses sur ce qu'il aurait fallu dire, mais dans la coopération, dans les grandes agences de coopération, UE, etc., USAID, enfin les grandes agences, ont commencé par confier, au moment des plans d'ajustement structurel, elles ont confié des tâches aux ONG. Révolution, parce que les ONG étaient complètement en opposition à la Banque mondiale. Et là, la Banque mondiale, je dis Banque mondiale pour aller vite, hein, c'est pas l'institution Banque mondiale, c'est tout ce courant très anglo-saxon de coopération, sont mis à financer les ONG. Donc beaucoup de grandes ONG se sont interrogées, ben, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est encore la porte-parole populaire ou est-ce qu'on devient agence de la coopération telle conçue de cette manière-là? C'est un gros problème. Le financement des ONG coûtait encore trop cher. Et c'est à ce moment-là que l'idée a été de dire « Ah, mais on va faire le boulot par les locaux », dit en langage familier. C'est-à-dire qu'on a imposé aux ONG internationales, qui coûtent le coût des expatriés, évidemment, on a donné comme obligation de travailler avec des ONG locales. Et bien à ce moment-là, le nombre d'ONG locales a monté en flèche parce que les plans d'ajustement structurel avaient fermé les portes de la fonction publique aux jeunes diplômés. Donc on avait dans le même temps une masse de jeunes diplômés compétents sans emploi. Ils ont créé des bureaux d'études, ils ont créé des ONG, et le nombre d'ONG a explosé à ce moment-là, et ça a coûté moins cher, quoi. Mais ceux-là, ils sont complètement... Il y a même des ONG qui ont été créées par des gens proches du pouvoir, parce qu'ils étaient au courant de la disponibilité des fonds. Il y a plein de stratégies locales qui se sont mises en place pour en profiter, certaines légitimes, les jeunes qui n'ont pas de boulot, d'autres moins légitimes, les hommes proches du pouvoir qui en profitent pour drainer des financements. Donc, ONG, société civile, c'est le produit de toute cette démarche, et toute cette démarche, eh bien, elle... intellectuellement, philosophiquement, du point de vue des ressources conceptuelles, des catégories avec lesquelles on pense et donc avec lesquelles on agit, eh bien, à décrédibiliser les pouvoirs publics et de manière générale, donc, services publics, espaces publics, là surtout, pouvoirs publics. Une illustration des enjeux. L'exemple des ressources minières. C'est j'ai dit ressources minières. C'est un très très bon exemple. Rien que de parler de ressources.
ne parle pas de richesse minière. Hein. C'est surprenant. Pourquoi on ne parle pas de richesse minière? Parce que les ressources minières sont dans des pays dits pauvres. En réalité, c'est des pays riches en ressources minières. Mais les gens sont pauvres. Et comment on parle de tout ça? Eh bien, on parle de l'or. L'or m'intéresse plus pour des tas de raisons, mais je peux m'en expliquer. L'or, la terre, c'est conçu comme une marchandise. Quelque chose qu'on peut vendre sur un marché. Ce n'est pas un bien public dont seraient comptables les pouvoirs publics, État et collectivités territoriales. On emploie les mots État et collectivités territoriales, on n'emploie pas les mots pouvoirs publics nationaux, pouvoirs publics locaux, qui auraient à travailler ensemble sur ces biens publics. Qu'est-ce qui se met en place concrètement? Eh bien, les collectivités territoriales sont complètement écartées des décisions de mise à disposition du sous-sol au profit de grandes multinationales canadiennes, sud-africaines, australiennes, pour faire vite. Elles sont écartées, et quand on met en place des organismes de contrôle, eh bien, qu'est-ce qu'on a dans ces organismes de contrôle? Les compagnies minières, l'État et les ONG, et pas les collectivités, pas les pouvoirs publics. Donc, le fait de ne pas utiliser ces mots n'attire pas l'attention, et bon, ben, les collectivités, on ne peut que le constater qu'elles sont toujours défaillantes, etc. Mais on ne fait rien pour... Enfin, on ne fait rien. On fait. On essaye de faire. Mais on voit qu'elles sont souvent écartées de leur rôle de pouvoir public. Et ça fait partie quand même, il me semble, des enjeux. Pareil, dans ce mainstream de la société civile qui fait parler d'une certaine manière des pouvoirs publics locaux, eh bien on trouve aussi que, toujours sur les richesses minières, ben, comment faire pour que les collectivités se trouvent concernées et des retombées, c'est juste des retombées, hein, c'est pas l'élaboration des politiques, hein, des sociétés minières, eh bien il est très courant chez nos partenaires, les gens avec lesquels on travaille, de revendiquer la possibilité pour les collectivités d'être actionnaires des sociétés minières. Donc, c'est toujours la notion de public, de pouvoir public qui est dissoute et qui est oubliée au profit on a un acteur comme les autres, un acteur économique ou voilà. Voilà. Et ça va nous rapprocher maintenant de nos pratiques européennes. Les pratiques de l'Union européenne pour prendre des décisions, pas tout le temps, mais dans certains cas, en particulier quand on fréquente l'Union européenne dans un pays du Sud, comment prend-on une décision politique? On prend un consultant, on ouvre un marché, des consultants se présentent, on prend un consultant, le consultant dit ce qu'il faut, fait des recommandations, il n'y a jamais d'ouverture de panel de possibilités, le consultant dit le bureau d'études dit ce qu'il faut faire, et la FED, le Programme européen de développement, fait ce que dit le consultant. Il y a une démission totale du politique. C'est catastrophique, et tout ça fonctionne dans cette façon de penser qui est menée, il n'y a pas que ce terme-là évidemment, mais toute cette irrigation, toute cette colonisation des esprits, non seulement avec le terme de société civile, mais d'autres, développement durable, etc., qui tous nous font que l'on ne parle, le politique élaboré de manière publique par de la délibération publique est toujours la dernière roue du carrosse quand elle n'est pas complètement oubliée. Et donc voilà, il me semble que c'est à l'aune de ces questions-là que l'on peut revenir à la question de la coopération décentralisée. Juste un petit élément, j'avais fait une enquête au Mali sur la traduction, donc la compréhension locale de ce qu'est un service public. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Comment on traduit en bambara? Je ne parlerai pas bambara parce que je ne parle pas bambara, mais les expressions, il y a 4 expressions différentes bambara pour traduire service public. Il y avait le travail qui est fait par tout le monde. Ça, c'est le travail, c'est les travaux gratuits, les travaux forcés du temps de la colonisation.
services publics, le travail qui est fait pour tout le monde, les compétences des collectivités territoriales et les activités qui satisfont les besoins de la population. Et donc, il n'y a pas de traduction officielle. C'est laissé à l'appréciation des militants des ONG, donc qu'est-ce que les gens comprennent de ce qu'est leur collectivité territoriale. Leur expérience, je vais m'arrêter là, même si j'avais envie de dire plein d'autres choses. Quelle est leur expérience? Moi, et là, je reviens sur ce que je disais, on a un rôle à jouer parce que nos partenaires n'ont pas, dans leur vécu politique, l'expérience de ce que c'est que des pouvoirs publics. Ils ont vu fonctionner l'État, le chef de... Comment il s'appelait dans le temps? Le commandant de cercle, qui vient, qui dit, avant de parler à la population, je veux 20 kilos d'arachides, 3 poulets et 20 litres de gasoil, et puis après on parle, et qui vient dire ce qu'il nous faut faire, le commandant de cercle, l'autorité coloniale, quoi, hein, ça continue de fonctionner, hein, il y a une culture de l'autorité qui est héritée, ou bien c'est les ONG. Et les ONG, elles arrivent, elles sont à la fois maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, elles viennent avec leur argent et disent, voilà, je viens chez vous, vous pouvez peut-être discuter de l'endroit où on va mettre un forage, mais voilà, je viens, j'ai l'argent, je fais 3-4 forages. Voilà leur expérience de la fabrique du politique. Donc, on ne va pas enseigner ce que c'est que des pouvoirs publics, mais on peut faire expérimenter dans nos manières de travailler ce que c'est que d'être citoyen. Et je peux raconter une anecdote en ce sens, qui concerne une expérience de coopération en région de Caille, au Mali. Dans un village, nous sommes, c'était avant, Corrèze n'existait pas encore, on était encore dans un comité de jumelage d'une ville de la périphérie lilloise. Les gens du village nous disent, on veut aménager la mare. Bon. Alors nous, on n'y connaît strictement rien, on est citoyens urbains, pas spécialement spécialistes, on n'est pas spécialistes du tout de ce genre de questions, donc on fait le tour des ONG, que je ne citerai pas. Alors, une première ONG nous dit, ah mais c'est très facile, on a fait ça 50 fois, on vous fait une étude pour 5000 francs, c'est avant 2000 bien sûr, pas de problème, on peut aménager toutes les mares, nous on sait faire, on fait. Bon, le fait que ce soit toujours possible, que ça ne pose pas de problème d'études alors qu'on savait que ça séchait de temps en temps, bon, on s'étonne un peu. On va voir une autre ONG, elle nous dit, ah ben non, ça vaut vraiment plus la peine, là dans cette région, les mares ça sèche définitivement, c'est perdu, il faut absolument, c'est un projet qui ne tient pas la route, on n'aménage pas. On va voir une troisième ONG, elle nous dit oui, mais c'est pas facile et il faut s'inquiéter de ce que veulent les gens et de ce qu'ils savent faire, etc. Donc on travaille avec cette ONG-là. Alors là, on se tourne vers la population et ils nous disent on veut faire du maraîchage, de la riziculture, de l'arboriculture et de la pisciculture. Bon, on retourne voir l'ONG. L'ONG nous dit ah, ça c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire de riziculture parce que ils ne sont pas assez ils n'ont jamais fait de riziculture dans cette région, donc c'est pas possible. On retourne au village, on dit bah si, ça fait des générations que 50 femmes font de la riziculture. Donc on retourne voir l'ONG. L'ONG dit oui, mais c'est de la riziculture fluviale, c'est pas de la riziculture pluviale qui demande la technicité, aménager des choses et tout. C'est trop compliqué pour les femmes. Bon. Voilà. Alors, on revient et elles nous disent, mais non, nous, on va faire de... Alors, ça ne nous plaît pas qu'on nous dise les femmes ne sont pas compétentes. On trouve un ingénieur agronome qui a fait ses classes dans le delta du Niger et qui a expérimenté plein de variétés de riz et qui dit, ben non, on va simplement regarder les variétés qui peuvent pousser, je vais travailler avec les femmes, etc. Donc tout ça c'est fait avec les femmes et elles ont, donc je vous raconte la fin de l'histoire, c'est qu'elles font de la riziculture
fluviales, qu'elles font des pépinières et qu'elles ont acquis une place économique supérieure à celle qu'elles avaient déjà avant, et, pas du tout négligeable, elles prennent maintenant la parole à l'arbre à palabre, c'est-à-dire sur la place publique. Le vestibule leur est toujours fermé, parce que les pratiques politiques précoloniales subsistent. L'arbre à palabre a des aspects publics. Et maintenant, les femmes, grâce à cette expérience où elles ont été entendues, fait valoir leur point de vue de profane, pour parler des forums hybrides, qui est un modèle intéressant, elles ont acquis, elles ont expérimenté ce que c'est que prendre la parole, et elles ont bousculé la tradition, et de temps en temps, elles la prennent, la parole. Ce qui est complètement inconcevable dans la tradition où les femmes n'ont pas accès à la parole. Voilà. Donc, voilà, moi je vois un intérêt qui est centré sur la manière dont on élabore les politiques et pas le contenu des projets de développement proprement dit. Parce que ceux-là, de toute façon, ils prennent un temps fou, on rencontre plein de problèmes. L'affaire de ce... Heureusement qu'on avait une collectivité très tolérante qui a accompagné ce processus, parce qu'entre le moment où on a demandé un barrage, l'aménagement de la mare, et où ça s'est fait, il s'est écoulé presque 10 ans.